Comme chaque matin, nous sommes à présent en direct en ligne avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. On va évidemment parler avec vous Pascal de ces négociations qui sont entamées maintenant au Qatar pour tenter d'obtenir la libération des otages. Mais d'abord sur le terrain, il y a eu quand même pas mal d'événements ces dernières 24 heures. D'abord au Liban, un responsable de la défense du Hezbollah a été éliminé par Tsahal. Oui, on est face à 4 fronts actifs en réalité au Liban. 2 éliminations ciblées hier, celle d'un officier du Hezbollah chargé de la défense antiaérienne et puis un commando de la milice chiite au sud Liban qui transportait des armes et qui ont donc été visés par des frappes de drones de Tsahal. En Syrie, on l'a vu, 46 frappes aériennes dans la nuit de lundi à mardi dans le sud de la Syrie contre des objectifs militaires. En Judée-Samarie, à Jenin, les forces de sécurité ont abattu hier 3 terroristes armés, 10 autres ont été appréhendés. Et puis même à Gaza, 5 terroristes du Hamas ont été abattus au cours de la journée. Il y avait ceux qui menaçaient directement des soldats déployés sur le terrain et d'autres qui plaçaient des mines. On sait que le Hamas œuvre aussi pendant la trêve à se réorganiser et à se réarmer à l'intérieur de l'enclave côtière. Et puis il y a aussi ce qui se passe avec les Houthis du Yémen qui ont menacé Israël. Une frappe aérienne aurait ciblé justement des radars Houthis dans le port d'Al-Hodeida au Yémen. Oui, la milice Houthi pro-iranienne qui menace de reprendre ses tirs contre Israël. Ces tirs avaient cessé avec l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza. Et ils menacent maintenant d'attaquer à nouveau si Israël ne reprend pas l'aide humanitaire dans le territoire palestinien et ont déjà annoncé qu'ils allaient de nouveau attaquer des cargos israéliens en mer Rouge. L'aviation de Tsahal a en tout cas relevé son niveau d'alerte contre des tirs de missiles balistiques et de drones en provenance du Yémen. Pas de changement en revanche pour les consignes données à la population. Et hier, donc, des stations radar Houthi ont été bombardées près du port de Hodeida. Mais ça n'était apparemment pas une frappe israélienne. Depuis juillet dernier, l'aviation de Tsahal avait mené 5 raids contre les Houthis au Yémen, dont un conjointement avec l'aviation américaine. Alors le reste de l'actualité, on l'a dit, ce sont les discussions pour tenter d'obtenir la libération des otages. Il y a beaucoup d'informations qui sortent. Israël qui offrirait une prolongation de cessez-le-feu de 60 jours en échange de la libération de 10 otages vivants. D'autres parlent encore d'autres propositions. Est-ce qu'on peut faire un petit point, Pascal, ce matin ? Alors, c'est difficile, évidemment, parce qu'il y a énormément d'informations contradictoires. Mais en réalité, la base des négociations, c'est la formule de compromis élaborée par l'émissaire du président américain. C'est Steve Witkoff qui est à la manœuvre. Il est d'ailleurs arrivé cette nuit au Qatar, où se trouve donc déjà depuis 2 jours la délégation israélienne. C'est lui qui conduit ces discussions avec les médiateurs. Sa proposition de base, c'est donc de prolonger la trêve pour une durée de 60 jours qui commencerait par la libération de 10 otages vivants. Ensuite, et là les choses sont évidemment moins claires, on parle de la libération des autres otages à la fin des 2 mois, quand un accord sera intervenu sur la phase 2. La phase 2 de la trêve, c'est celle qui prévoit la fin de la guerre et le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Mais ça, c'est le cadre général. Maintenant, évidemment, Steve Witkoff veut obtenir des avancées. Les négociations stagnent maintenant. On est le 12 mars. La première partie de la trêve s'est achevée le 1er mars et depuis, il ne se passe plus rien. Donc, Steve Witkoff est en train de faire pression sur le Hamas pour lui faire comprendre que les choses ne pourront pas durer de cette manière indéfiniment et qu'Israël risque de reprendre son offensive militaire, que le Hamas a donc intérêt à faire des gestes de bonne volonté et éventuellement en commençant d'ores et déjà à libérer de nouveau quelques otages, peut-être dans les jours qui viennent, mais là aussi les choses sont floues. Il y a donc à la fois une pression sur le Hamas, une pression aussi sur Israël. Les Américains veulent aller vite maintenant, terminer cette affaire de Gaza, ramener les otages. Mais il y a toujours évidemment les exigences du Hamas qui veut un cessez-le-feu permanent, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza et même
participer à la reconstruction de la bande de Gaza, ce qui lui donnerait évidemment une assurance supplémentaire de sa survie politique et militaire dans le territoire. Donc vous le dites, la libération peut-être des otages dans les prochains jours. Certains parlent de samedi, mais rien n'est acté évidemment, hein, Pascal. Absolument, rien n'est encore certain. Les négociations, on l'espère, vont avancer. On parle maintenant d'un véritable marathon qui commence dans la capitale qatari pour essayer de trouver une issue à la crise. Et on le rappelle, concernant le nombre d'otages vivants, c'est toujours 24 sur 59. Hein. Exactement. Alors par ailleurs, concernant la Syrie, vous en parliez tout à l'heure Pascal, mais c'est important parce que vous avez vu cette lettre qui a été publiée à destination du gouvernement israélien, une lettre où les dirigeants alaouites demandent de l'aide à l'État d'Israël. Hier, on a vu que le ministre de la Défense était justement sur place dans la région. Il a promis qu'Israël veillerait à ce que toute la zone soit démilitarisée, mais Israël qui ne veut pas pour l'instant se mêler de ce qui se passe directement sur le terrain en Syrie. Hein. Pour l'instant, pour Israël, la priorité, c'est d'empêcher des groupes armés hostiles d'avancer dans le sud de la Syrie, c'est-à-dire au plus près de la frontière israélienne. Empêcher ces groupes armés de s'installer, d'acheminer des missiles qui pourraient devenir une menace contre le Golan et contre la Galilée. Pour cela, on a vu que dès le début, dès la chute de la dictature d'Assad à la fin du mois de novembre, Tsahal avait repris pied dans la zone tampon entre la Syrie et Israël, et que cette implantation de Tsahal va se prolonger pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a indiqué hier Israël Katz, qui s'est rendu de nouveau sur le versant syrien du mont Hermon, pour expliquer donc que tant que la situation n'est pas stabilisée, Israël va surveiller ce qui se passe. Il y a à la fois évidemment les groupes djihadistes qui avaient participé à la rébellion contre le régime d'Assad, mais aussi tous les terroristes relâchés des prisons d'Assad depuis la chute de la dictature, et qui donc représentent une menace réelle pour Israël. Donc Tsahal a établi sa position dans cette zone tampon. Il y a aussi en quelque sorte une zone de sécurité dans laquelle il opère à 15 km de la frontière, et ce qu'il appelle une zone d'influence qui va jusqu'à 80 km à l'intérieur du territoire syrien, où Tsahal n'agit pas sur le terrain, mais surveille tous les mouvements, d'où justement les frappes aériennes que l'on a vues au début de la semaine. Eh bien, merci beaucoup Pascal Sunshine pour ces informations. Pascal, on vous retrouve évidemment chaque matin, comme chaque matin tout à l'heure à 7h26.